Réussite est en vous. Partenaire premium des Jeux de Paris 2024. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Patrick Rocher. Et on passe un petit coucou à Valérie Expert qui va mieux, ça va bien. Bon, elle se réveille tranquillement, doucement, et elle devrait être là demain aux environs de 9h, évidemment, pour présenter son émission. Je vais essayer de la suppléer ce matin, bien sûr, jusqu'à 10h avant de retrouver Gilles Gansman tout à l'heure pour la partie média, avec les débatteurs ce matin. Alexandra Spinner, bonjour. Vous êtes conseiller régional LR Île-de-France. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, chaîne Les Indécis. Oui. Bonjour à vous. Éric Revel est toujours là. Absolument. Voilà. Patrick, bonjour à tous. Arlette Chabot est bien là également. Elle était avec nous déjà depuis ce matin. Alors beaucoup d'actualités en fait ce matin. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. On va commencer par vous, Alexandra, si vous le voulez bien. Alors, c'est un coup de gueule, vous. Oui, alors c'est un coup de gueule. Moi, je suis absolument horrifiée par ces activistes. Approchez-vous bien du micro. Oui. Je suis absolument horrifiée par ces activistes qui s'attaquent aux œuvres d'art. Alors, dégradation de tableaux, blocage de routes, irruption dans les événements sportifs. Alors on a Just Stop Oil qui se veut être le poil à gratter de l'action climatique. Ce ne sont en fait que des guignols et qui s'attaquent au fond à la seule chose qui nous réunit encore, le beau. Je trouve que la condamnation n'est pas unanime et j'en étais très étonnée parce qu'on devrait quand même aussi s'interroger sur l'idéologie sous-jacente de ces mouvements radicaux et qui ne font au fond que discréditer le discours sur l'urgence climatique qu'on devrait tous défendre et partager. Oui. Voilà. Mais pourquoi discréditer? Parce qu'en même temps ils se disent on ne tient pas compte des avertissements depuis des années et donc on est obligé de choquer. Ça vous ne le comprenez pas en ce sens? Ou Alexandra? Non, je ne le comprends pas. Pour moi, s'attaquer aux œuvres d'art, c'est l'œuvre des fascistes, ce sont les talibans, ce sont, enfin, je veux dire. Ah oui, vous allez jusque là. Non, mais dans l'histoire, qui s'est attaqué aux musées, aux livres, aux beaux? Qui Donc, moi, je suis vraiment profondément choquée. Je trouve que ce spectacle est obscène. Ouais. Et j'espère qu'ils seront lourdement condamnés. Oui, alors ça s'est passé en Allemagne, ça s'est passé également à Londres. En France, il y a eu une action qui a été menée au Mondial de l'Auto contre des voitures de collection, alors que c'était évidemment les gens au profit d'une association. Oui, au profit d'une association pour venir en aide aux enfants. Donc franchement, tout ça est grotesque. Est-ce que vous êtes choqué, vous, par ce type d'action, Éric Revel, ou vous, Alex, ou Arlette Chabot? Oui, moi je suis pas choqué, je suis scandalisé. Scandalisé aussi. Ouais, je suis scandalisé. Bah oui, si vous voulez. Enfin, je vois pas en quoi. Mais attendez, il faut qu'on m'explique. Hein, je dois être un peu bas de plafond, mais je vois pas en quoi balancer de la purée sur un tableau ou de la soupe de tomates ou de vous en parlez. Donc ça veut dire que quelque part on parle de Sandrine Rousseau aussi, si vous voulez. Ça lui fait un buzz. Elle est qui a trouvé ça très intéressant. Voilà, qui a trouvé ça très intéressant. Mais évidemment. Et puis oui, je partage l'idée quand même. Vous savez, les autodafés de livres avant la Seconde Guerre mondiale, c'était le fait des nazis. Les talibans en Afghanistan qui ont tiré sur les Bouddhas dont j'ai oublié le nom, ces grandes sculptures. En fait, c'est du totalitarisme, il faut le dire. S'attaquer à la culture, enfin, qui mène des actions, voilà. Mais enfin, là, oui, je suis scandalisé. Tout le monde est d'accord ou pas Non, moi, je suis complètement d'accord. Mais ça m'étonne pas tellement, en fait. Quand vous voyez comment les jeunes se comportent sur les réseaux sociaux, TikTok, Twitter, tout le monde a la parole, tout le monde fait des vidéos pour interpeller, pour faire un maximum de vues, un maximum de likes. Donc maintenant, on essaie de choquer au maximum. Donc honnêtement, ça m'étonne pas tellement. C'est comme quand vous allez voir un match de foot, quand vous avez les mecs qui s'attachent au poteau. Bon, bah voilà, ils font un buzz dans leur communauté. Et on passe à autre chose. Arlette, un mot? Rien à dire, sauf que la débilité n'a pas de limite. Voilà. Bon, d'accord. Il n'a pas d'âge. C'est cash. Éric, vous, c'est un coup de cœur. Hein? Oui, enfin, oui, c'est un coup de cœur, un peu cynique. Oui, voilà, c'est ça, entre parenthèses. Oui, je voudrais revenir sur les 5 pages que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a accordées sous forme d'interview au journal du dimanche ce week-end. J'ai appelé ça Nicolas Sarkozy
Sarkozy touché par la disgrâce du en même temps. Vous voyez, parce que quand vous lisez bien l'interview, je vais prendre un exemple parmi d'autres, mais il y en a d'autres. C'est à la fois il répète qu'il, si c'était à refaire, il voterait bien Emmanuel Macron, mais en même temps, il n'arrête pas de le tacler dans cette interview pour lui donner des conseils, pour lui dire ça, il l'a mal fait, là, il n'avait pas été bon. Et en fait, vous vous rendez compte que Nicolas Sarkozy, qui a du mal à tourner la page quand même, personne, sauf Arlette Chabot ce matin dans son excellent édito, n'aurait l'outrecuidance de lui rappeler qu'il a quand même été éliminé au premier tour de la primaire, pas au premier tour de l'élection présidentielle. Non, il a été 2016, il a été évincé par son propre camp. Je pourrais dire la même chose d'ailleurs de François Hollande, qui lui ne s'est même pas représenté. Et en fait, aussi bien Nicolas Sarkozy, là pour donner des conseils, oui. Donc il y a j'ai été président de la République et en même temps, pour continuer à exister, j'essaie d'être sur le terrain, sur la scène médiatique pour donner mon avis, mais Nicolas Sarkozy, il a réussi à mon avis un exploit à droite, c'est que souvent, vous savez, quand on coupe le cordon ombilical, ce sont les enfants qui coupent le cordon ombilical pour se détacher de leurs parents. Là, Nicolas Sarkozy, dans son propre camp, aura réussi l'exploit de couper, lui, en tant que père, le cordon ombilical avec ses enfants. Parce que les positions qu'il a prises, évidemment, alors qu'il y a une bataille qui s'est engagée pour la présidence, en fait, il a... Mais qu'est-ce qu'il veut, Nicolas Sarkozy? Je pense que... Qu'est-ce qu'il veut? Arlette Chabot? Non, pour enchérir sur ce que disait on a du mal à le savoir, parce qu'au fond on ne peut pas dire qu'on est retraité de la politique, on se met en retrait, qu'on ne participe pas au débat quotidien parce que c'est plus de son niveau. En plus, il n'est pas très âgé, retraité. Non, mais il dit que c'est pas 66, non, mais retraité, on va dire en retrait, c'est plus aimable, du débat quotidien, et qu'il se concentre sur les vrais sujets. Une interview de Nicolas Sarkozy aujourd'hui centrée juste sur la situation internationale, la Chine, l'Europe. Ça fait sens. Ça fait sens. Ça c'est intéressant, mais franchement, expliquer que ses camarades sont nuls et qu'ils peuvent revendiquer un droit d'inventaire sur son mandat présidentiel, sur son quinquennat, mais que lui considère qu'ils n'ont vraiment pas fait mieux. Donc, en gros, fermez-la parce que vous n'êtes pas meilleur que moi. Je trouve que c'est pas du niveau. Même pire que moi. Vous êtes moins bon que moi. Quand on est LR, vous êtes conseillère régionale LR en Ile-de-France, Alexandra Spinner. Comment vous réagissez justement à cette interview de Nicolas Sarkozy? Écoutez, moi j'ai envie de me tourner vers l'avenir. D'accord. Bon. Et l'avenir, c'est... Là, vous faites de la politique, cher madame. En fait, quand vous dites ça. Et l'avenir, ce n'est pas... Et l'avenir, c'est l'élection du président de notre mouvement, de notre famille politique. Et j'ai envie de m'intéresser à cela. Voilà. Ouais, bon, comme vous l'avez dit précédemment, que l'ancien président de la République donne son avis sur la situation politique, sur la situation... Oui, sur l'Ukraine, mais je trouve pas forcément très élégant, qui viennent encore nous mettre en difficulté à quelques semaines, de vous êtes de droite, notre Emmanuel élection. Macron, dites-le, et puis prenez dans votre escarcelle les LR. Grosso modo, c'est ça. Je n'ai pas l'impression que Emmanuel Macron partage cet avis. Et de plus, voilà, nous on a une élection très importante dans quelques semaines, qui va déterminer l'avenir de notre famille politique, à un moment où quand même tous les partis politiques se rétrécissent, et notre mouvement n'est pas une exception. Voilà, moi j'ai envie, à titre personnel, je soutiens Bruno Retailleau parce que je pense qu'il est le plus à même de fédérer et de rassembler notre famille. Bon, ça c'est voilà, ça c'est votre position. Oui, mais absolument. Alex Darmon, juste une chose, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau et c'est le meilleur moyen de se séparer de Nicolas Sarkozy pour les Républicains. Quand vous parlez avec des jeunes, ce qui est arrivé, des jeunes LR républicains. Vous parlez avec des jeunes, vous? Je parle avec des jeunes. J'ai encore la prétention de pouvoir parler avec eux. Quand vous parlez avec des jeunes LR, ils vous disent tous que de toute façon ils ne veulent pas de Nicolas Sarkozy aujourd'hui dans leur mode de réflexion, et que eux ils ne veulent pas laisser passer leur tour. Donc à aucun moment ceux qui ont misé sur les LR depuis 5 ans, les bébés Wauquiez, Bobé Bertrand, vont dire on va rejoindre Emmanuel Macron. Pour eux c'est injouable, c'est leur moment. En 2027 ce sera leur moment. Donc ils ne voudront pas rejoindre la majorité présidentielle. Bon, donc voilà. Non, mais de plus, pour eux c'est un pari politique, c'est un investissement qu'ils ont fait depuis 6 ans. Et puis attendez, le meilleur test qu'a eu affronté Nicolas Sarkozy
récemment pour voir s'il avait encore du poids chez les LR, c'est au moment des législatives. Il avait expliqué à Emmanuel Macron qu'il se faisait fort d'emmener un certain nombre de députés, les Républicains, réélus à l'Assemblée nationale pour ajuster la majorité au cas où Emmanuel Macron n'aurait pas. Qu'est-ce qu'il a apporté à part monsieur l'éphémère ministre Damien Abad? Personne. Donc le poids de Nicolas Sarkozy, il a voulu se compter, très bien, il sait compter. Il s'est compté et il a amené personne. Peut-être qu'il en a influencé un certain nombre qui sont partis déjà au vent lors du premier quinquennat. Mais ceux-là sont déjà partis. Oui, ils sont déjà partis. Non, mais en plus, tous les députés survivants rescapés qui ont été élus chez les LR, c'est une ligne très anti-Macron. Sinon, il serait passé chez le président sortant candidat ou il serait allé ailleurs. Mais en tout cas, ça n'a pas marché. Ils sont vraiment dans l'opposition. Allez, 9h13 sur Sud Radio. On continue dans les débats chez Experts avec vos coups de cœur, coups de gueule une nouvelle fois. Dans un instant, on va s'intéresser aux motions de censure, théâtre ou pas du 49-3. Macron a-t-il eu raison de rencontrer Giorgia Meloni? L'Ukraine également, l'OQTF. L'objectif, 100% d'application. Ça ressemble à quoi cette déclaration d'Olivier Véran à ce qu'avait dit Emmanuel Macron il y a 6 ans. Il n'a pas réussi à tenir, évidemment. Voilà, et sur les réseaux sociaux, vous dites c'est de la com, à 90%. Allez, on poursuit dans un... Limiter les aliments gras à les sucrés. Sud Radio, ça débat chez Experts, 9h-10h, Patrick Rocher. Avec les débatteurs de ce matin, Alexandra Spinner qui est avec nous, conseillère régionale LR d'Île-de-France, Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, la chaîne Les Indécis, Éric Revel, éditorialiste bien sûr à Sud Radio, et Arlette Chabot également, éditorialiste à Sud Radio, à LCI également. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, on va continuer. Alex Darmon, avec vous, autour des motions de censure, parce qu'il y a plusieurs motions de censure. Oui, alors c'est quoi? C'est coup de cœur ou c'est coup de gueule? C'est plutôt un coup de gueule dans le moment. En tout cas, c'est plusieurs motions de censure qui vont commencer à être discutées cet après-midi au Parlement. Alors oui, ça fait partie de l'arsenal législatif et on peut s'en servir, tout comme le 49.3, c'est clair. En revanche, là franchement, c'est une perte de temps. Mais ça fait plusieurs années, plusieurs motions de censure qui sont déposées où ce sont des pertes de temps. Encore plus maintenant parce qu'il y en a 2 qui vont être déposées. Juste, c'est de la com aussi, là aussi de la communication politique. On parle depuis des semaines. Est-ce que les Insoumis vont s'entendre avec le Rassemblement National, qui va lui-même s'entendre avec Renaissance? En vérité, c'est juste, coucou, on est là. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on veut faire parler de nous, mais on veut surtout pas que ça se termine. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui. Et c'est ça qui va se passer pendant les prochaines sessions parlementaires. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, à mon avis, alors normalement, ne va pas dissoudre l'Assemblée nationale, mais je vous dis ça, mais on parlera du 49.3, on peut pas s'en servir non plus. Attention, on n'est jamais à l'abri de surprise. Sans limite. Ce que je veux dire par là, c'est que normalement, une motion de censure, c'est droit de vie ou droit de mort sur le gouvernement. C'est ce qu'on a l'habitude de dire. En vérité, aujourd'hui, une motion de censure, c'est juste un coup de com' politique qui fait perdre du temps. C'est pour se signaler, en quelque sorte. C'est pour dire on est là. Du côté de la NUP, on est là. Exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est plus droit de vie ou droit de mort sur un gouvernement. C'est plus un outil politique. C'est simplement un outil de communication. Boris Vallaud, le représentant du Parti Socialiste à l'Assemblée, qui était mon invité ce matin à 8h15, disait c'est aussi pour montrer au gouvernement qu'on a un certain nombre de propositions qu'il faudrait qu'ils en tiennent compte et que l'on peut discuter par la suite. Quoi. Ça, vous y croyez ou pas, quoi, non, Arlette Chabot, Alexandra Spinner ou Éric Revel? Éric Revel. C'est ce qui s'est passé, en fait. C'est que dans le projet de budget de 2023, alors pas l'amendement sur la taxation des superdividendes, mais il y a quelques amendements qui ont été retenus. 63 pour la majorité. Non mais d'accord. Non mais attendez. Moi je vais vous dire alors je vais vous dire. Moi je considère parmi les amendements. Oui mais il y en a quand même. Chère Arlette Chabot, il y en a quand même. Ce que je veux dire c'est que le 49.3 outil de communication pour les oppositions à l'Assemblée nationale, peut-être, mais ce 49.3, il est quand même inscrit dans la Constitution française depuis la de 58, depuis la révision de 2008 de la Constitution. On n'avait plus le droit, il faut le rappeler, qu'à 49.3. C'est-à-dire qu'en réalité, à mon sens, et c'est ce qui est intéressant politiquement, parce que socialement, la grogne monte dans ce pays, c'est que le gouvernement ne fait que repousser le tas de sable devant lui. Parce qu'en réalité, une fois que vous avez épuisé votre deuxième 49.3, il vous restera des réformes majeures que le président de la République veut faire passer.
la réforme de l'assurance chômage, et puis bien sûr la plus emblématique des retraites. Les retraites. Mais vous aurez encore des jokers en fait, puisque après c'est en fonction. C'est pas budgétaire, donc c'est un projet de loi par session. Donc très bien. Vous n'avez le droit qu'à 2 49.3 par session, un sur le budget. Par session. Et pour ça, il y en aura d'autres. Oui, mais qui vous dit que les LR, même si politiquement tout le monde me dit c'est plié, qui vous dit que les LR voteront si facilement la réforme des retraites? Ça va dépendre de plein de choses, j'en sais rien. Et si les LR votaient pas la réforme des retraites? Ils peuvent s'abstenir. Ils peuvent s'abstenir, oui, ou certains peuvent voter contre. Et là, ça peut se jouer à peu de choses. Parce que là, le Rassemblement national et la coalition de gauche radicale, la NUPES, peuvent très bien faire tomber le gouvernement. Moi, je suis pas si convaincu que Emmanuel Macron ne pense pas à une dissolution. Je suis pas si convaincu. Alors, je me suis mal fait comprendre. C'est que, en tout cas, c'est pas obligatoire. Là où tout le monde le dit, c'est obligatoire. Effectivement, au final, le 49.3, on peut l'utiliser 2 fois pour la sécurité, le budget de la sécurité sociale, le budget total et une autre réforme. Mais il peut très bien étaler ces réformes sur un quinquennat complet. Si demain, l'émotion de censure, elle ne passe jamais, il faut dire la vérité aux Français, elle est passée une fois, je crois. 1962. Voilà, 1962, Pompidou. Voilà. Donc, elle est passée une fois. En vérité, elle ne passe jamais. Pourquoi? Parce que les députés... Vous savez, c'est compliqué de faire une campagne législative, en vérité. Il n'y a pas de dissolution obligatoire derrière. Voilà. Le président peut changer de gouvernement, point final. Quand il motion de censure va jusqu'au bout. On va jusqu'au bout, on peut changer de gouvernement. On renverse le gouvernement et on en... Je veux dire, l'instrument de la dissolution annoncé par Emmanuel Macron en cas de vote d'une censure, c'est juste pour contraindre les LR, effectivement, à s'abstenir ou à voter ces projets. Parce que ceux qui ont la trouille, si je puis m'exprimer ainsi, de retourner devant les électeurs, ce sont vraiment les LR qui sont les plus faibles. En revanche, du côté du Rassemblement national, on mise plutôt sur un boost supplémentaire. Et à la NUPES, c'est exactement le même calcul. Donc, la contrainte, elle pèse sur les Républicains. Enfin, je veux voir combien de députés sortants NUPES seraient réélus s'il y avait une dissolution. Non, ils ont quand même donné un tel spectacle, si vous voulez, depuis quand même. Enfin, vous trouvez qu'il y a des points communs et les Français ont pas compris qu'il y avait peu de points communs entre la France Insoumise, le PS, Europe Écologie Les Verts. Vous pensez que tout ça... moi je pense qu'il y a un risque pour beaucoup de groupes politiques à l'Assemblée nationale à se représenter devant les électeurs, globalement. Ariel Chabot, est-ce que c'est du théâtre tout ça? C'est du théâtre notamment quand on parle du budget, parce que tout le monde sait que le vote du budget, c'est la ligne de séparation entre l'opposition et la majorité. Les oppositions ne votent jamais le budget d'un gouvernement. C'est même encore une fois le signe distinctif. Si vous êtes député de la majorité et que vous ne votez pas de budget, on vous vire en gros. Parce qu'on dit que vous n'appartenez plus à la majorité. Donc quand on parle de budget, on savait exactement ce qui allait se passer depuis le début. C'est-à-dire que les oppositions, on l'avait déjà dit, elles ne voteront pas le budget. Donc on savait que le gouvernement utiliserait le 49.3. Mais comme nous sommes dans une situation particulière, puisque le gouvernement a de plus une majorité relative, eh bien il dit je discute. Alors on discute, ça fait 55 heures de débat, on discute de 2000 amendements. À la fin, le gouvernement dit 49.3, il retient, 117 amendements, donc 63 déposés par sa majorité. Et parmi les amendements des oppositions retenues, moi j'adore toujours, on en parle, je ne me lasse pas, de la légalisation de l'huile de friture comme carburant. Ça c'est les écolos, c'est les écolos qui ont réussi à faire passer ça. On est aussi sur le ticket restaurant. Donc évidemment, le ticket restaurant c'est important. Pas l'amendement effectivement modem qui taxait les super profits. Et j'ajoute juste sur le budget 2023. Donc au fond, je termine juste. Et il va y en avoir beaucoup de 49.3 parce qu'à chaque fois les budgets... Non, mais ils sont limités sur Non, mais sur les budgets, là, on va en avoir une série. Donc vous aurez une série de motions de censure puisque de toute façon, la gauche veut systématiquement les déposer, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national. Donc il faut s'y habituer. C'est du théâtre. Ne paniquez pas. Les vrais sujets, ce sera l'engagement de responsabilité sur effectivement des projets de loi comme les retraites. Sur le budget 2023, parce qu'il faut le savoir, non seulement on peut avoir cette analyse, c'est un théâtre politique, mais le budget 2023 c'est aussi un théâtre d'ombre. Parce qu'en fait toutes les hypothèses sur lesquelles la majorité va voter et adopter ce budget 2023, toutes les hypothèses économiques sont déjà dépassées. Elles ne sont pas valables. On n'aura pas 1% de croissance en 2023, on n'aura pas 4,8% d'inflation en 2023. Enfin, toutes
toutes les hypothèses sur lesquelles repose le budget 2023 sont déjà fausses et erronées parce que la conjoncture économique se dégrade. Donc si vous voulez, en plus. Oui, mais il faut bien quand même présenter un budget. Très bien. Mais il n'y a pas de débat de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec le 49.3, vous faites passer un budget si vous êtes pour ou contre. Mais vous avez entendu beaucoup de députés dire, mais monsieur le ministre des Finances, expliquez-nous quand même dans le détail comment vous pouvez prévoir 1% de croissance en 2023 et les recettes fiscales qui vont avec, alors qu'en réalité, la plupart des zones économiques basculent dans la récession en ce moment. Non, sur le fond, ça passe crème, comme dirait Arlette Chabot, ça passe crème et personne s'en soucie. Vous voyez, théâtre politique, mais aussi, on parle de quoi ? On parle du budget de la France, de recettes fiscales, de dettes. Non. Tout ça passe au second plan, à mon sens, alors que c'est l'essentiel. On ne dit pas la vérité, alors. C'est ça, quoi. On ne va pas jusqu'au bout. Alexandra Spinner. Bon, en tout cas, nous, sur la motion de censure, il est clair que nous n'ajouterons pas nos voix à celles de la NUPES et du RN, sans de plus en connaître les termes. Mais vous n'allez pas voter pour autant, justement aussi, enfin, vous n'êtes pas favorable quand même au texte, quoi. Ah non, nous ne sommes pas favorables au texte, mais nous ne voterons pas de motion de censure. Motion de censure, voilà, parce que on ne va pas ajouter de la crise à la crise, du chaos au chaos démocratique actuel. Voilà. Je pense qu'il faut aussi être responsable. Et je pense qu'il est urgent d'entendre les propositions de la droite. Allez, dans un instant, on va continuer de débattre ensemble et vous pouvez éventuellement réagir, bien sûr, 0826 300 300. Emmanuel Macron, est-ce qu'il a eu raison hier soir de rencontrer, alors discrètement, évidemment, Giorgia Meloni, parce qu'il est à Rome en ce moment, au Forum international pour la paix, et puis les OQTF, objectif 100% d'application. C'est ce qu'a dit Olivier Véran ce week-end. On va en parler, de même que peut-être si on a le temps de parler de la guerre quand même en Ukraine, parce que il y a eu ces coups de fil assez étranges venant de Moscou au ministère de la Défense ici en Europe, et puis il y a l'affaire Mbappé aussi qui... €90. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Sud Radio, ça débat chez expert, 9h-10h, Patrick Roger. Mbappé, ça vous choque ou ça interpelle? Je peux vous dire qu'ici, dans le studio, ça dialogue autour de ces sommes et puis de Kylian Mbappé. Bon, on en parlera dans une dizaine de minutes avec vous, bien sûr. Alexandra Spinner, Alex Darmon, Éric Revel et Arlette Chabot. Avant ça, Emmanuel Macron, hier soir, donc il est à Rome en ce moment. D'ailleurs, il doit voir le pape ce matin. Il était au Forum pour la paix, où il a dit d'ailleurs au passage que quand les Ukrainiens le décideront, on passera à la table des négociations. Donc il faut l'interpréter en plusieurs sens, évidemment, cette phrase, on va en parler dans un instant. Et puis, il a rencontré discrètement Giorgia Meloni, qui est aujourd'hui à la tête en fait de l'Italie. Est-ce qu'il a eu raison de la rencontrer? Qui veut parler? Éric Revel. Écoutez, d'abord, il a failli ne pas la rencontrer, parce qu'il faut savoir que au moment où le chef de l'État français doit se rendre au Vatican et que c'est calé dans son agenda, en fait, donc pour voir le pape notamment et assister à cette grande réunion, en fait, à l'Élysée, on pense que Madame Meloni ne sera pas à ce moment-là nommée encore Première ministre. Donc, en fait, au début, il n'y a pas de sujet, puisque il va bien en Italie, mais on se dit, elle n'aura pas été nommée par le président italien. Donc tout allait bien, sauf que elle a été nommée et que l'agenda du président de la République n'a pas été modifié, donc il s'est retrouvé à Rome, dans l'obligation, sans doute, de la rencontrer. Alors c'est une bonne chose que le président de la République rencontre la représentante, la première ministre de la troisième puissance économique européenne. Mais ce qui est hallucinant, je ne sais pas si vous avez vu, c'est les photos. Les photos. Alors on voit. Décrivez-nous. Alors il y a une photo où on voit Emmanuel Macron, le visage un peu renfrogné, sur une terrasse d'un hôtel visiblement, le tout dans une pénombre. Vous voyez, hier soir, c'est-à-dire je la rencontre, mais vous voyez, sans vraiment la rencontrer, pas officiellement. Alors que la photo, quand il dit au revoir à Mario Draghi le matin même, elle est éclairée, elle est joviale. Alors deux choses l'une, le président de la République la rencontre, mais il donne pas l'impression de la rencontrer en catimini. Ou il y a une photo éclérée, ou alors il n'y a pas une espèce de photo, vous voyez le président de la République. Il y a une photo éclairée, hein. Alex, oui. Donc vous voyez, c'est où il a le visage fermé. Le peuple italien vient d'élire cette femme. Enfin, il faut quand même bien travailler avec elle, non? On peut pas. Alexandra Spinner.
On ne peut pas choisir nos interlocuteurs et décider que nous allons bannir du champ des négociations et des rencontres tel ou tel pays parce qu'ils nous plaisent pas. Moi, j'ai trouvé ces photos assez grotesques, je dois le dire. Ce qui est profondément choquant, c'est qu'il n'était pas prévu qu'il la rencontre. Voilà. Pour moi, c'est ça. Voilà. Oui, alors qu'il devait la rencontrer à partir du moment où elle prend les rênes, les commandes de l'Italie. Elle a même donné des gages à Bruxelles dans la nomination de son gouvernement, bien sûr, en fin de semaine dernière. Arlette Chabot. Franchement, c'est un peu ridicule. C'est-à-dire la rencontre d'1 heure dans un hôtel où le président de la République devait dîner. C'est vrai qu'il y a une photo où on les voit de près avec un président de la République qui n'a pas l'air très content et elle qui se force à sourire. On dit effectivement dans ces cas-là que le dialogue a été fructueux, constructif et qu'on a évoqué notamment les problèmes de la... Oui, on pouvait l'écrire avant. Que effectivement, ils ont beaucoup parlé des problèmes énergétiques. On comprend que Emmanuel Macron a du mal passé, c'est-à-dire qu'il était très attaché, il y avait un lien personnel avec Mario Draghi. Donc voir Mario Draghi partir, ça lui fend le cœur. Néanmoins, c'est Giorgia Meloni et les relations avec la France n'ont pas bien commencé parce que Laurence Boone, en charge des affaires européennes, avait dit que la France resterait très vigilante sur le respect des valeurs et des règles de l'état de droit après la victoire de Giorgia Meloni. Donc ça a mal commencé. À un moment donné, l'Italie peut se dire, et vous en France, alors l'état de droit, oui, alors elle a eu aussi est-ce que tout fonctionne ? Des remarques très très désagréables à l'égard d'Emmanuel Macron. Enfin, il faut travailler ensemble. Il faut remarquer quand même que Olaf Scholz l'avait chaleureusement félicité en disant qu'il avait hâte de travailler avec elle, et même la présidente de la Commission européenne a dit également qu'elle était prête à travailler avec Giorgia Meloni. Alex Armand. Visiblement, Emmanuel Macron ne voulait pas la rencontrer. Enfin, on peut chercher toutes les excuses. Il voulait pas la rencontrer et c'est pour lui un mauvais coup de com'. C'est pour elle, quand vous voyez la photo éclairée dont on parlait, un bon coup de communication parce qu'elle rencontre quand même Emmanuel Macron, qui est le chef d'État, alors selon les interprétations, qui est le plus connu en Europe. Elle est tout sourire sur la photo, quand lui a quand même, je vous invite vraiment à regarder cette photo, le visage fermé, c'est pris à l'iPhone, enfin au smartphone, c'est certain, c'est une photo un peu volée, il est obligé de la rencontrer. Je veux dire, les présidents nouvellement élus dans toutes les démocraties, même s'ils sont pas encore nommés, on a plein d'exemples, même en France, on a plein d'exemples qui rencontraient déjà les chefs d'État des puissances étrangères. Il a du souci à se faire, là, Emmanuel Macron. Il se voulait en fait le leader européen, ça ne passe pas très bien avec évidemment Londres, d'autant qu'on ne sait pas qui va piloter en fait à Londres, ça ne se passe pas forcément très bien. Enfin, on verra avec l'Allemagne. Avec l'Allemagne, j'allais y venir, parce que les Allemands regardent plutôt vers le centre de l'Europe et l'Est de l'Europe et se disent la France. Et puis, vous avez vu, il y a eu des dissensions en fait l'autre jour avec Olaf Scholz. Là, on s'isole un tout petit peu, quoi. Non, Éric Revel, Arlette Chabot, non. C'est vrai que la relation franco-allemande n'est pas au beau fixe, c'est vrai qu'on puisse dire. Ça se passe pas très bien avec Olaf Scholz. Alors c'est vrai qu'il va venir dîner avec Emmanuel Macron mercredi soir. Mercredi, parce que là, à Paris, il est pour discuter des sujets. Alors, il a bougé, Olaf Scholz, en direction d'Emmanuel Macron au dernier Conseil européen sur notamment la fixation des prix de l'énergie, gaz, électricité, pour les faire baisser. Il a bougé. Maintenant, c'est pas réglé. La Commission va travailler. Mais sur la défense, il y a vraiment un fossé. C'est vrai, quand on se penche du côté des États-Unis, on reste sous protection américaine pour la défense et qu'on refuse de coopérer avec la France, ça ne fait pas plaisir à Emmanuel Macron. Donc, c'est difficile. Et il a perdu en Mario Draghi un sérieux allié face justement à la puissance allemande, Emmanuel Macron. Mais on voit bien que le couple franco-allemand est une fable. Alors quand ce couple était incarné... une fable. Mais je vais vous dire pourquoi. C'était une histoire d'amour à sens unique. Quand ce couple était incarné à la grande époque, De Gaulle, Adenauer, Giscard, Schmitt, Helmut Schmitt ou François Mitterrand, Helmut Kohl, il y avait de l'incarnation et j'allais dire, il y avait de l'image. Mais pour le reste, quand vous regardez, les Allemands, ils ont souvent, parce que c'est la première puissance économique, imposé à la France, suivant le positionnement des présidents de la République française, leur vision. Et en fait, on s'aperçoit que le couple franco-allemand, il a au moins vécu en termes d'image, et qu'en fait, c'est plus une colocation.
voyez, c'est plus une colocation qu'un couple uni qui se serait marié. Pas mal les colocs. Mais je vais vous dire pourquoi c'est une colocation. Parce que dans une colocation, vous avez parfois une pièce commune, une salle de bain commune, les colocataires, et tout le monde doit mettre la main à la pâte pour essayer de faire vivre la communauté. C'est bien ça. C'est une colocation en fait, le couple franco-allemand. Aujourd'hui, c'est tout à fait ça. Et quant au sommet européen, je vous rappelle quand même que historiquement, jamais on avait vu, même si c'est aussi de la communication, un sommet franco-allemand ministériel annulé comme ce fut le cas la semaine dernière. Mais en plus, pour l'instant, pardon, Arlette Chabot, mais la commission de Bruxelles s'est entendue sur une feuille de route. Oui, absolument. On est loin d'un accord. Les Allemands ne veulent pas d'un plafonnement du prix du gaz en Europe. Emmanuel Macron fait tout pour. Les Allemands ont mis 200 milliards d'euros. Nous, on a mis 60 pour protéger leurs entreprises et leurs particuliers. En fait, les Allemands font cavalier seul. Oui, absolument. Voyez, il a au moins obtenu donc j'ai préféré l'image de colloque plutôt que dans un couple, celui qui est plus vous avez parlé de com, Éric Revel. Est-ce que justement la promesse de l'exécution de 100% des OQTF, les obligations de quitter le territoire, je passe en fait à un autre sujet évidemment, cette question qui est revenue sur le devant de la scène avec l'affaire Lola, les obsèques aujourd'hui, est-ce que c'est de la com ou c'est réalisable ou c'est souhaitable? Alex Darmon. C'est du populisme. Donc c'est de la com, quoi. Oui, c'est de la com. Non, mais c'est même plus vous êtes d'accord avec 90% des auditeurs, 89% qui votent. Quoi, je suis pas en faux là-dessus. Non, mais je pense, c'est du populisme. On taxe tout souvent l'extrême droite et l'extrême gauche de promettre des choses qui sont pas réalisables. Là, c'est pareil. Vous pouvez pas promettre. D'ailleurs, on tend vers cet objectif. Vous pouvez pas tendre. C'est ce qu'ils disent. Bien sûr, mais si vous faites 90% de non-respect des OQTF et que vous descendez à 84%, effectivement, vous tendez vers les 94%, pardon, vous tendez vers les 100%. Je veux bien, mais c'est pas réalisable, c'est pas possible. Il faut arrêter de dire n'importe quoi et de raconter n'importe quoi simplement pour penser que ça va faire plaisir aux électeurs français. Il y a plein de paramètres dans des OQTF. Il y a des choses qui sont pas. On parle quand même, et bien évidemment, ce qui est arrivé à la petite Lola est une affaire terrible et qui peut que vous choquer quand vous êtes français. Mais on parle derrière aussi ces OQTF d'hommes et de femmes qui viennent en France pour différentes raisons et on ne sait pas pourquoi. Donc vous pouvez pas dire si, je suis désolé, c'est pour différentes raisons. Et bien évidemment que sans doute que la majorité, vous pouvez les expulser, mais il y en aura toujours au moins 10% minimum, au moins 10% qui auront des situations exceptionnelles et qu'il faudra traiter au cas par cas. Il y a des recours dans ces conditions. Je suis d'accord, mais donc 100% de respect des OQTF, ce n'est pas réalisable. Alors moi évidemment c'est une farce, c'est juste ridicule d'oser dire des choses pareilles, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il faudrait déjà s'opposer à la décision de la Cour européenne qui a décrété qu'un étranger, être étranger en situation irrégulière n'est plus un délit. Donc on n'a plus la possibilité d'arrêter un étranger en situation irrégulière. Voilà, ça c'est la première chose. Et pour atteindre cet objectif délirant des 100%, il faudrait tout simplement diminuer drastiquement le nombre d'OQTF délivrés. Donc l'un dans l'autre, c'est une supercherie absolue. Si vous diminuez le nombre d'OQTF... oui, évidemment. C'est la seule condition pour réaliser cet objectif. Il fallait y penser. Mais en réalité, d'abord, il faut rappeler qu'Emmanuel Macron avait fait le même genre de promesse il y a 5 ans, 6 ans. J'ai une interview accordée à Valeurs Actuelles. À Valeurs Actuelles, où il avait expliqué à Louis de Ragnel, si ma mémoire est bonne, que 100% des OQTF seraient expulsés. Donc ça ne s'est pas produit et ça ne se produira pas. Mais pour une raison très simple, c'est que le système marche sur la tête. Le système des OQTF marche sur la tête. Je vais vous rappeler quelques données essentielles. Vous avez 12 recours juridiques possibles. Vous êtes placé en centre de rétention pendant 90 jours. Eh bien, je vous donne mon billet que dans la grande majorité des cas, il vous faut plus de 90 jours pour écoper vos 12 recours juridiques. Donc, de toute façon, et puis je rajoute un autre petit problème qui est énorme. C'est que pour expulser des gens vers leur pays d'origine, il faut des laissez-passer consulaires. Or, le chiffre officiel, dans 50% des cas... Évidemment, ils ne veulent pas reprendre leur voyous. Donc, dans 50% des cas, les pays d'origine refusent de donner des laissez-passer consulaires. Vous voyez ? Donc, le système marche sur la tête. Il est inopérant. Bon, voilà. Donc, comment est-ce que vous voulez... alors, sauf comme vous le disiez, si vous ne décidez plus que 2 OQTF, vous êtes capable de faire 100%. Alors, c'est peut-être là-dessus qui joue. En 2023, ils vont en délivrer 5 et ils vont en expulser 5. Ça fera 100%. Très bien. Mais je crois
crois que les chiffres disent 30% de mesures comparables appliquées en Europe, 50% en Allemagne. Ça veut dire que, si j'ai bien compris, le ministère de l'Intérieur, après avoir dit qu'en limitant le nombre de visas en direction de l'Algérie, du Maghreb en général, ce qui obligerait les pays à effectivement délivrer ces mandats d'accueil, pour faire simple, ça n'a pas marché énormément. Et maintenant, on dit au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice qu'on va regarder quelles sont les législations en vigueur dans les autres pays européens pour rendre le système un peu plus efficace. Voilà. On est autour de 13% dans mon souvenir, à peu près, d'OQTF réalisés. C'est vraiment pas beaucoup. Mais tout ça, pardon. Non, en France, oui. Ah non, en France. 17. Non, en France, le dernier chiffre, c'est 5%. Oui, entre 5 et 10%. Non. C'est on partait de 15%. Mais oui, mais le dernier chiffre, je crois, qui concerne le premier semestre 2021, c'est 94% non effectués de QTF. Ça veut dire que il y a 5 et 10%. Oui, 6% pour l'instant. Non mais c'est juste hallucinant. Donc le système ne marche pas. Mais on peut au moins être objectivement d'accord là-dessus. Mais tout le monde est d'accord là-dessus. Après, comment on fait, c'est pas simple. Mais comment on fait, c'est pas simple. Mais déjà, plutôt que dire des âneries pareilles, réfléchir à changer la loi. Parce que c'est ça en réalité. Il faut changer la loi. Mais il y aura un débat, il va y avoir un débat sur l'immigration, je crois, en décembre au Parlement, et à mon avis, il va être animé. Parce qu'il va y avoir des propositions qui vont venir de chaque côté et il sera animé. D'autant qu'il y a une question à se poser. C'est vrai qu'avant les OQTF, peut-être qu'il faut regarder qui accueille-t-on en France et pourquoi. Est-ce qu'il ne faut pas se reposer en fait ces questions en fait sur l'immigration, mais évidemment, régulation ou pas, quoi. Sur l'accueil, conditions d'accueil, mais qui, alors que là aujourd'hui finalement on n'a pas en fait ce débat. La seule ligne de conduite qui a été avancée par Emmanuel Macron, c'est il faudra répartir sur tout le territoire, quoi. Ceux qui sont acceptés, mais en revanche, ceux qui sont acceptés, bien sûr, mais il dit lui-même que il dit oui, mais on dit qu'aujourd'hui vous rentrez en France sans problème. Oui, il dit aussi que l'asile politique a été dévoyé. Oui, ça, c'est l'expression du président. Donc, ça veut dire qu'il faut revoir aussi à qui on accorde un statut de réfugié politique et à qui on le refuse. Bon, allez, merci. Dans un instant, est-ce que vous avez rêvé de jouer un jour au football Éric Revel, Alex Darmanin, etc. Oui, et vous avez rêvé. Mais je vous pose aussi la question. Je regardais. Arlette Chabot a dit vous pourriez gagner quelques millions d'euros par mois. Surtout. Patrick Pouyanné est un petit joueur à côté, le patron de Total Energy. On va voir ça avec Chez Expert, 9h-10h, Patrick Rocher. C'est formidable. Il est 10h-10 sur Sud Radio. Dans un instant, on va parler des médias avec Gilles Gansman, bien sûr, et puis son invité tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin, 10h30 à 12h30, avec notamment cette grande question entre 11h et midi. Est-ce qu'il faut expulser des HLM, les familles des délinquants? C'est ce qui a été annoncé par Gérald Darmanin l'autre jour, il y a de ça une semaine. Vous pourrez réagir au 0826 300 300. 17 millions d'euros par mois à peu près. Brut. C'est ce que gagne Mbappé quand on fait un peu les divisions, etc. Quand on c'est en francs anciens ou en francs nouveaux je ne sais plus. Je ne sais plus. 17 millions. Ça fait grosso modo 500 000 euros par jour. C'est ce qu'il gagne. Alors c'est en brut, évidemment. Non mais alors c'est pas que du salaire, Arlette. C'est aussi des prix, comme nous, etc. On a à peu près les mêmes intéressements, participation. Kylian Mbappé. Alors tout ça s'est révélé dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ce contrat qui avait été signé donc pour qu'il reste 3 ans au PSG au mois de juin dernier, 630 millions. Alex Darmon, pourquoi ça sort ça d'ailleurs aujourd'hui à votre avis? Alors d'abord c'est 630 millions sur 3 ans. Oui, sur 3 ans. Avec 2 ans de contrat renouvelable pour une année, mais seulement à la demande de Kylian Mbappé. C'est très important parce que à mon avis, il ne renouvellera pas cette dernière année si tant est qu'il reste l'année prochaine. Pourquoi ça sort? Parce que c'est la crise au Paris Saint-Germain. Pour plein de raisons. Vous avez vu la semaine dernière l'armée numérique qui aurait été mobilisée contre des joueurs du Paris Saint-Germain, donc Kylian Mbappé. Il y a clairement une cabale contre le Paris Saint-Germain parce que la Coupe du Monde arrive au Qatar dans quelques semaines et donc il y a le boycott et on appelle au boycott et on veut décrédibiliser le Qatar et donc indirectement le Paris Saint-Germain, et aussi parce que Kylian Mbappé parle un peu trop. Il faut le dire. Alors c'est surtout ça, non? Peut-être. Oui, c'est parce que il est. Mais ça part quand même de la cabale contre le Qatar. Non mais. Au tout début, la cabale contre le Qatar. Donc
c'est pour ça que l'on fait sortir ces chiffres. Non, pas qu'on fait sortir ces chiffres. C'est pour ça qu'on a provoqué une crise au Paris Saint-Germain et qu'aujourd'hui le Qatar se défend, parce qu'effectivement c'est la direction, à mon sens, c'est mon analyse, c'est la direction du Paris Saint-Germain qui sort ces chiffres pour se venger de la sortie et des sorties un peu trop appuyées de Kylian Mbappé la semaine passée. Oui, qui se disait pas très heureux depuis 15 jours, 3 semaines. Ouais, c'est ça. C'est quand même indécent. Il devait avoir le pouvoir au sein du Paris Saint-Germain. Et finalement, il doit jouer avec Lionel Messi et Neymar. Il voulait pas de Neymar qu'il avait appelé un jour le clochard. Voilà. Ça vous dit quand même le niveau. Hein. Ça vous dit quand même le niveau. Quand vous jouez avec Lionel Messi et Neymar et que vous voulez avoir le Ballon d'Or, normalement ça peut vous aider. Kylian Mbappé, on vante sa maturité depuis qu'il a commencé à jouer au football au Paris Saint-Germain en équipe de France. Il a été champion du monde à 18 ans et c'est vrai, c'est l'un des meilleurs joueurs de la planète actuellement. Et c'est vrai aussi, il est quand même très mature pour son âge. Aujourd'hui, il apparaît une chose, c'est qu'il avait pas envie de rester au Paris Saint-Germain, ce garçon, et qu'on l'a forcé, malgré tout ce qu'il veut dire et malgré tout ce que son entourage veut dire, pour l'argent. Moi, je suis curieux de savoir combien le Real de Madrid proposait. Tout le monde disait que c'était à même niveau. On est obligé de s'apercevoir aujourd'hui que non, c'était pas au même niveau. 630 millions d'euros sur 3 ans, c'est ce qu'il a fait rester au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il est malheureux. Il crie son mal-être, entre guillemets. Et donc, forcément, ça a des conséquences terribles. Et aujourd'hui, le Qatar, la direction du Paris Saint-Germain, se venge, sort les chiffres de son contrat. Ça va peut-être aggraver les choses, ça, non? Ah, mais ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'il y a un divorce entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé et qu'à l'été prochain au maximum, il quittera le club de la capitale. Bon, voilà, alors Alexandra Spinner. Oui, je suis assez fascinée par l'immunité dont bénéficient les footballeurs, parce que quand on voit combien, par exemple, le salaire du PDG de Total Energy suscite l'effroi absolu, et puis voilà des sportifs qui gagnent des sommes absolument astronomiques dont on n'arrive pas vraiment à visualiser tous les zéros, et tout ça finalement ça passe crème, comme dirait Arlette Chabot. C'est devenu un gimmick, ça passe crème comme dirait Arlette Chabot. Non, Éric Revel. Oui, non, mais moi alors vous savez, c'est le vieil apophthegme romain des pains et du pain et des jeux, en fait. Mais oui, parce que les gens ont besoin, évidemment, et encore plus, je le dis à dessein en ce moment, problème de pouvoir d'achat. Donc les gens ont besoin de manger et ils ont besoin de rêver. Et en réalité, il n'y a pas de limite à la dépense du rêve, parce que les mêmes, souvent, peut-être, en tout cas, un certain nombre d'entre eux qui vont trouver anormal que Total ne partage pas ses bénéfices avec l'ensemble de ses salariés, que son PDG s'augmente de 50%, et quand on regarde dans le détail, c'est un peu plus compliqué, mais bon, c'est un salaire colossal, celui de Patrick Pouyanné. Mais les mêmes, en fait, ne trouvent rien à redire quand vous leur annoncez que peut-être même le premier joueur le plus doué de la planète gagne 17 millions d'euros par mois. 17 brut. Oui, non, mais d'accord. Mais Pouyanné aussi, l'État en poche au passage. Ça change tout, ça change tout. Pouyanné aussi, c'est brut. Ce que je veux dire, c'est la différence de traitement dans un pays comme le nôtre entre ceux qui font marcher l'économie et ceux qui font marcher le rêve de populations entières qui parfois se saignent parce que financièrement ça coûte cher un abonnement au PSG. Les mêmes qui vont avoir des difficultés pour finir leur fin de mois vont quand même prendre un abonnement pour rêver, aller voir Mbappé payer 17 millions d'euros par mois brut. Mais les mêmes vont réclamer évidemment d'être augmentés de 150 euros dans une entreprise qui fait des bénéfices. Vous voyez, c'est ce différentiel qui est estomaquant, moi je trouve. Moi, ce que je trouverais formidable, parce qu'il paraît que Kylian Mbappé est aussi un type formidable, c'est que il partage. Patrick Pouyanné a du mal à augmenter ses salariés. Il y a des fonds, il peut créer une fondation. Il l'a fait. Mais il peut mettre beaucoup d'argent, de cet argent, dans des fondations, les donner à des associations. Mais il le fait. Honnêtement, Arlette Chabot, il le fait. C'est quelqu'un qui est très concerné, qui était encore la semaine dernière sur le terrain à Nîmes pour rencontrer des gens. Il a construit une fondation qui s'appelle Kylian Mbappé, où il essaye de faire réaliser des rêves de gamins pour leur métier. Il le fait. Ce qui ne veut pas dire que ça reste pas indécent, ce salaire. C'est quand même un quart du budget du club de la capitale. Non, mais aujourd'hui, un quart. Moi, je dis qu'il partage. Alors, il y a une fondation, tant mieux. Il peut en avoir deux. Du Paris Saint-Germain. Il peut aider d'autres gens et qu'il le fasse savoir. En plus, pas pour sa pub personnelle, mais plutôt que de faire des déclarations un peu grotesques parfois, il ferait mieux d'en parler et de montrer ce qu'il peut faire pour aider les autres. Voilà. Ou que les salariés du Paris Saint-Germain, je sais pas, qu'il y en a des centaines au Paris Saint-Germain de salariés, non pas se mettent en grève, mais réclament maintenant une augmentation
augmentation de salaire. A priori, pour partager. Que monsieur Mbappé pratique la solidarité de proximité. Le jardinier qui tond la pelouse du Parc des Princes, il est sans doute très bien payé. Mais ce que je veux dire, c'est que sans une pelouse, avec une pelouse mauvaise, Mbappé aura peut-être pas la même aisance technique. Non mais si jamais il a quelques failles dans son jeu ou autre, là, ça peut aller très vite. Déjà, ça va très vite. Il a quelques failles aujourd'hui. Enfin, faut quand même vous rendre compte que c'est le sportif qui va être le mieux payé au monde. C'est-à-dire, devant Lionel Messi, le contrat le plus important, mais aujourd'hui, le mieux payé au monde à l'année devant les stars de NBA. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'on passe dans une autre dimension. Et c'est pour ça que tout le monde se demande comment le Paris Saint-Germain va réussir à tenir, malgré le fait que ce soit le Qatar, ce genre de contrat financièrement sur le fair play financier. C'est le Qatar qui est derrière, quoi. Voilà. Bien sûr, c'est le Qatar qui est derrière, tout simplement. Ça paye, on met de l'argent, etc. Et on ne dit rien, quoi. Voilà. On ne dit rien, c'est même tapis rouge, quoi. Du sport et des jeux. Comme c'est tapis rouge, comme c'est pour tapis rouge pour les Chinois, aujourd'hui, effectivement, en France, dans un tas de secteurs, alors qu'on l'a vu encore avec le Congrès la semaine dernière, c'est une véritable dictature, effectivement, en Chine. Mais là, il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. Allez, dans un instant, un magicien, Éric Antoine, avec Gilles Gansman, puisqu'on parlait, c'est quasiment d'un magicien du football et d'un magicien, en fait, autour de l'argent. C'est ce qu'on va voir dans la partie média dans un instant avant de retrouver aussi